bonjour, bonsoir à tous. Je vais essayer de replacer ce projet dans son contexte, donc de faire un peu du zoom avant, en partant d'un plan large et puis en voyant de quelle manière on a tricoté les choses. Donc, comme David l'a dit, moi je suis médecin. J'ai dirigé, parce que maintenant je le mets au passé, c'est un passé proche, un service hospitalier à l'hôpital européen Georges Pompidou et à Necker. Et depuis 6 ans, et c'est en train de s'achever, je suis doyen de la faculté de médecine de ce qu'on appelait avant l'université Paris-Descartes et qu'on appelle maintenant l'université de Paris. Pourquoi? Parce que entre-temps s'est produit un événement assez rare dans le milieu académique, mais très fréquent dans le milieu industriel, qui est de la fusion. Alors, ce n'est pas de la fusion-acquisition comme ça se fait dans le milieu industriel, mais deux universités, Paris-Descartes, celle dont je fais partie, et Paris-Diderot, qui est une jumelle au nord de Paris, ont décidé d'unir leur destin avec un troisième partenaire, qui est l'Institut de physique du globe, et de constituer la première université quantitative et qualitative de France. Alors, au sein de cette très grosse université, qui est une université multidisciplinaire, on pourrait même dire omnidisciplinaire, comme on parle des omnivores, c'est-à-dire qu'on traite de tout, depuis la physique la plus pointue jusqu'aux sciences humaines et sociales et aux sciences de la santé. Eh bien, au sein de cette très grosse université, je reviendrai juste d'un mot là-dessus, il y a un secteur de la santé, une faculté de santé, qui comprend la médecine, la pharmacie et l'odontologie, la dentisterie, qui est de très loin la première force de recherche biomédicale en France, une des toutes premières d'Europe, et qui est quantitativement extrêmement importante par le périmètre des hôpitaux qui lui sont rattachés et des laboratoires ou des instituts de recherche qui en dépendent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une grosse université en France, juste pour fixer les idées? C'est une université, la nôtre, qui accueille 65 000 étudiants, qui a plusieurs milliers d'académiques. Et quand je dis que notre faculté de médecine devient la plus grosse par fusion de deux facs de médecine, ce sont des promotions de quasiment 1000 étudiants en médecine par an. Pour vous donner un petit exemple et un point de comparaison, quand je discute avec mon collègue qui est doyen de la faculté de médecine de Harvard, il me dit « Ah, nous avons trop d'étudiants ». Je lui dis « Marrant, c'est combien trop d'étudiants ?» Il me dit « Nous avons des promotions de 160 étudiants, c'est beaucoup trop, et si nous pouvions en avoir seulement 100, ce serait vraiment formidable. » Alors, quand on sait que ce qu'on appelle le faculty staff, c'est-à-dire le nombre de professeurs pleins ou assistants, est à peu près le même dans l'Université de Paris et à Harvard, on voit que le ratio du nombre d'académiques par étudiant est assez différent d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Il n'y a pas que ça de différent. Par exemple, les droits d'inscription à Harvard sont chaque année de 62 000 $ par an et par étudiant. Chez nous, ils sont de 240 € par étudiant et par an. Donc, c'est un autre modèle. Je ne dis pas qu'il y en a un bon et un mauvais, mais c'est un autre modèle. En tout cas, le nôtre se heurte à des réalités extrêmement banales, extrêmement concrètes, qui est que, vous le savez, une loi sur l'autonomie des universités a été votée il y a quelques années, du temps du président Sarkozy, et au terme de cette loi, les universités sont autonomes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire autonome en France? Eh bien, ça veut dire qu'elles ont le droit de prendre certaines décisions. Alors, on me dit, mais c'est formidable. Donc, on va pouvoir, par exemple, décider de combien d'étudiants on admet. Non, ça, c'est la prérogative de l'État. Alors, on se dit, bon, alors,
On va pouvoir donc, par exemple, fixer les droits d'inscription. Chaque université va pouvoir le faire. Eh bien non, parce que ça, c'est de la prérogative de l'État. Donc, vous avez bien compris que ce sont des universités autonomes, sous tutelle et exsangues. Exsangues parce que, en aucune manière, les droits d'inscription des étudiants ne peuvent permettre de donner un volant d'action qui permet de faire des choses un peu innovantes. Pourquoi ce long développement qui a l'air critique et qui ne l'est pas? C'est un choix politique, c'est un choix de modèle. Parce que dès l'instant qu'on a ce modèle-là, on n'a pas d'autre choix que d'accoler à cette université une fondation. Car cette fondation va être là pour lever des fonds, pour être le creuset d'un certain nombre de partenariats publics-privés. Ce genre de partenariat, l'université est très peu agile pour les faire. Et donc, cette fondation, pour reprendre une expression chère à David, va servir de tiers de confiance pour que des industriels, des académiques puissent y discuter en toute sécurité et en toute confiance mutuelle et faire des projets pour le bien sûr, de l'université, car cette fondation est évidemment une fondation partenariale, c'est-à-dire qu'elle est partenaire de l'université. Alors partenaire, mais en même temps de droit privé, ce qui donne une certaine agilité, et c'est exactement le but recherché. Donc quand nous avons fait le projet de monter cette fondation, je ne vous ferai pas le long historique des embryons de fondation des deux universités qui ont fusionné, parce que ce n'est pas très intéressant et ce n'est pas des histoires très gaies, ce n'est pas des success stories. Nous nous sommes dit deux choses. Premièrement, que nous voulions qu'elle soit, cette fondation, belle et forte, et qu'elle ait le minimum de tabous dans le respect des règles. Et si j'ai souhaité développer ce projet, c'est parce que, avec toutes les limitations dans ma fonction de doyen, j'ai commencé à faire de ce qui paraît d'une extrême banalité outre-Atlantique, c'est un peu de charity business, de fundraising, de gala, de bienfaisance, etc. Et aussi curieux que cela puisse paraître, ça a marché. Après, on s'est dit, ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Est-ce qu'on est capable de créer des outils, des instruments de visibilité et en même temps d'acquisition de connaissances dans le public privé? J'ai créé la première chaire d'intelligence artificielle en santé dans le cadre de la faculté de médecine. Et évidemment, ce n'était pas raisonnable de le faire sans mécénat, donc je suis allé chercher des mécènes. Comme on a eu la chance de partir un tout petit peu plus tôt que les autres, on a eu tous les mécènes qu'on souhaitait. Et c'est formidable parce qu'elle se développe. Elle est à la fin de sa première année d'existence. On a monté un diplôme d'université. Maintenant, on est en train de monter des masterclass plus professionnels. Et puis, l'été prochain, malheureusement, on a été un tout petit peu freiné dans notre élan par la Covid cette année. Et donc, ça fera une très belle transition avec la chose suivante. Et donc, on fera l'année prochaine une école internationale d'été pour lui donner une dimension un peu plus importante. Donc, cette fondation, lorsqu'on a commencé à y réfléchir, cette fondation Université de Paris, on s'est dit qu'il n'était pas raisonnable d'aller lever, de partir en campagne de manière désordonnée, tous azimuts. Donc, on a essayé de focaliser notre action selon deux principes. Le principe, c'est que nous allions forcément mener des actions transversales, c'est-à-dire associer des sciences de la santé, des sciences dites dures, des humanités, parce que c'est à l'intersection de ces sciences que nous trouverions que notre ADN sera le plus perceptible. Et deuxièmement, que
l'un des rôles de la Fondation était de faire l'interface, une interface indispensable et qui habituellement n'est pas faite de manière très agile entre l'université et la société civile. Ça nous paraissait d'une absolue évidence. Et donc on a décidé de se focaliser selon 3 grands axes. Le premier axe, c'est vivre l'Anthropocène. Alors c'est un mot pompeux pour dire que l'homme influe sur son environnement, mais qu'il lui fait quand même des trucs formidables sûrement, mais pas toujours terribles. Et il n'y a pas de jour où on n'entend pas parler de réchauffement climatique, de pollution, de fonte des glaciers, dans différents domaines de sécurité, de tout, de l'air, de l'eau, du continent de plastique, etc., etc. Je n'ai pas besoin d'énumérer ces exemples. Simplement, ça a été très, très intéressant de voir comment la Covid est venue se greffer sur le premier axe, parce qu'au fond, il y a eu 2 catégories de gens, et des gens tout à fait raisonnables. Hein. Je cite l'exemple d'un garçon de 30 ans dont je suis très proche, qui fait partie de ma famille, qui me dit « Mais quelle époque formidable, la Covid, on respirait mieux !» Alors, on peut penser ce qu'on veut de cette période. Je ne l'ai pas trouvé à titre personnel formidable, mais j'entends que c'est quelque chose qui a résonné dans la tête de beaucoup d'entre nous et que on ne peut pas écarter avec un peu de condescendance d'un revers de main ces collapsonistes qui disent réduisons tout, réduisons notre consommation, réduisons notre pollution, on va respirer mieux, on va entendre de nouveau les petits oiseaux, et ça va être formidable. Mais en tout cas, cet axe, et je vais y revenir dans quelques instants, c'est le premier grand axe sur lequel on a décidé de mettre des forces. Le deuxième, c'est concilier les âges de la vie. À nouveau, pourquoi? On est une société qui vieillit. La prévision du pourcentage de la population qui aura plus de 65 ans, je n'ai pas dit qu'il serait inactif, qui aura plus de 65 ans, et vous avez vu dans toute la communication récente, 65 ans, c'est l'âge barrière, hein. C'est l'âge auquel on attrape des maladies. Donc, comment est-ce qu'on fait vivre des sujets âgés dans des villes, dans un milieu rural? Comment est-ce qu'on combat l'isolement? Comment est-ce qu'on évite la ghettoisation? Est-ce que l'EHPAD, je sais qu'on en a beaucoup parlé récemment, est la bonne réponse? Si vous me demandez mon avis, à titre personnel, je souhaiterais l'éviter. Mais la question se pose vraiment, et elle ne se pose pas qu'en termes de santé. Elle se pose en termes de transport, elle se pose en termes d'urbanisme, elle se pose en termes de coexistence de générations, elle se pose en termes de dialogue intergénérationnel et donc et de lien social. Donc ça, c'est un deuxième axe fort. Et puis le troisième, il est évident, et lui aussi, il a pris une dimension tout à fait incroyable, c'est la société connectée. Nous sommes une société connectée, nous serons de plus en plus une société connectée. Aujourd'hui, on est dans un feuilleton de la 5G, évidemment, et la Covid a été là aussi une séquence tout à fait étonnante. Hein. Vous avez tous entendu parler de Covidom, c'est-à-dire comment est-ce qu'on suit à distance des personnes qui ont été atteints par la Covid et qui vont bien ou qui vont un peu moins bien ou qui sont encore sous traitement par oxygène, entre autres. Et voilà. Et comment est-ce qu'on les suit à distance? Comment est-ce qu'on est capable demain de recueillir des indications, des marqueurs, quelle que soit leur nature, de sujets qui sont chez eux connectés, ce qui renvoie immédiatement à l'existence de maladies chroniques,
mais vous voyez que ce n'est pas que des maladies chroniques, puisque la Covid est un très bon exemple, mais comment est-ce que demain, on traite à distance, pas que à distance, mais aussi à distance des maladies chroniques? Comment est-ce que les maladies chroniques s'inscrivent dans la cité? Et comment est-ce qu'on développe des outils pour, là encore, exploiter au mieux les milliards, les milliers, les millions de milliards de data qui sont connectés, qui sont collectés chaque année à partir de vos smartphones, de vos ordinateurs, de vos appareils qui seront de plus en plus connectés, même la cafetière à la maison. Et donc là, c'est un sujet qui est tout à fait intéressant d'un point de vue technique, bien sûr, mais pas que. Aujourd'hui, le monde du milieu connecté, le monde de la data, le monde de l'intelligence artificielle, ce sont des Far West. Comment est-ce qu'on injecte à la fois de la réglementation et de l'éthique dans ces domaines-là? C'est une question qui va être centrale. Et si je reprends l'exemple de la chaire d'intelligence artificielle qu'on a montée, c'est une masterclass qui va être très largement diffusée parce que je pense que c'est un domaine auquel personne d'entre nous ne peut se soustraire. Et même si des embryons de réglementation commencent à être faits, des chartes éthiques, le droit de disposer de ces datas, pour commencer par ça, et d'en être l'acteur et non pas seulement le producteur, et puis en être ensuite écarté quand ces datas sont valorisées, tous ces sujets-là vont être en plein cœur. Et donc, autour de ces trois axes, on s'est dit que on a toujours la formule si tu veux la paix, prépare la guerre, et nous on était confrontés là à un tout autre paradigme. C'est comment est-ce qu'on pense en temps de guerre. Le terme de guerre, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République. Hein, vous aviez corrigé de vous-même. Comment est-ce que on pense en temps de guerre pour agir en temps de paix? Et si je le dis de cette manière-là, c'est parce que au fond, non pas, ce n'est pas pour dire en temps de guerre tout est permis, mais j'allais dire, et pardon de le dire comme ça, en temps de guerre tout est possible. J'ai été frappé, et je suis sûr que vous l'avez été également, par le fait que ce qui normalement prend des mois, je parle des autorisations pour démarrer un essai clinique, je parle des multiples bons de commande et des multiples barrières qu'il faut franchir avant d'équiper tel endroit de tel ou tel appareil, tous ces problèmes-là se réglaient en 48 heures. Et je me dis, mais pourquoi ne tire-t-on pas la leçon dans le bon sens? Si ça a été possible dans cette période-là, pourquoi est-ce que ça n'est pas possible en temps de paix? Je vous donne un exemple. Hein. Les débuts ont été extraordinairement rudes, en particulier à l'hôpital, et on a manqué de tout. Je ne reviens pas sur les épisodes des masques, mais il manquait des pièces pour les respirateurs, il manquait des visières pour les soignants, il manquait d'énormément de choses. Et on a eu l'idée de se tourner vers un mécène pour qu'il nous donne de quoi équiper une espèce de ferme, c'est le terme consacré, avec des imprimantes 3D, des imprimantes en 3 dimensions. Et on a eu assez de quoi acheter 60 imprimantes. Alors on les a mises dans un endroit assez amusant. On a choisi la salle capitulaire de l'hôpital Cochin, du cloître de Port-Royal, donc c'était chic quand même, un machin qui date du début du XVIIe siècle, et on a installé cette ferme de 60 imprimantes 3D pilotées grâce à une start-up d'ingénieurs par une console qui permettait de multiplier les pièces qui étaient faites. Entre le moment où j'ai contacté le mécène et le moment où la ferme tournait à plein régime H24, il s'est passé moins de 72 heures. Je n'y suis pour rien. C'est une dynamique. Et ce que j'essaye de dire, c'est que je ne vois pas au nom de quoi cette dynamique ne serait pas possible à mettre
en œuvre. Alors, on n'est pas obligé de faire 72 heures. Si c'est une semaine, c'est bien aussi, en temps de paix. Donc ça, je pense que c'est vraiment une leçon à tirer. La leçon, toutes les fondations à cette époque-là ont bénéficié de la générosité des mécènes. Cette générosité, elle ne s'exprime pas que en période de catastrophe. Elle peut s'exprimer tout à fait en période de paix. On a monté le plus gros essai qui a démarré, le plus gros essai clinique chez les soignants. On a beaucoup parlé des soignants. C'est bien de les applaudir. De temps en temps, c'est bien aussi de leur donner un peu de sous. C'est le sujet du Ségur qui se déroule actuellement. Et puis, on s'est dit que ce serait intéressant de savoir, pour ces soignants, comment le fait d'être dans un milieu contaminant, quel impact ça avait sur le fait qu'ils attrapent ou pas la maladie, qu'ils soient symptomatiques ou pas. Et c'est pas pour vous raconter l'histoire de cet essai que j'en parle, c'est parce que je suis allé chercher de l'argent. Et donc là, j'anticipe mes fonctions. Et ça a été assez facile. On a trouvé de l'argent. Et je pense que pourquoi? Parce que l'objet avait du sens. Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est que, à la lumière de la Covid, il faut absolument donner du sens. Et c'est donner du sens sans entrer dans la caricature de l'exorcisme. Je m'explique. Quand la Ligue contre le cancer ou toutes les associations, l'Institut Curie, lèvent de l'argent, et Dieu sait qu'ils en lèvent beaucoup et bien, au fond, le ressort du don est un ressort d'exorcisme. Tu me donnes de l'argent, moi qui m'occupe du cancer, et d'une certaine manière, très indirectement et de manière un peu magique, tu n'auras pas le cancer. Si vous remplacez cancer par maladie génétique, ça marche aussi. Donne-moi de l'argent et tes enfants seront protégés. C'est le même ressort. C'est un ressort d'exorcisme. Je serais à leur place, je le ferais. Donc c'est tout sauf une critique. Mais quand vous êtes une université, contre quoi pouvez-vous exorciser la population ou les grands donateurs? Contre l'ignorance. Contre l'ignorance. Et c'était très frappant de voir que dans cette période de la Covid, au fond, qu'est-ce que disaient tous les professionnels? Nous ne savons rien de ce virus, mais nous apprenons tous les jours. Et donc c'est un défi contre l'ignorance. Eh bien, ce défi contre l'ignorance, je suis absolument persuadé que c'est un bon ressort. C'est un ressort pérenne, parce qu'on est loin de tout connaître, évidemment. C'est un ressort humaniste, au sens où il intéresse chacun d'entre nous, et c'est un ressort intergénérationnel. Et donc, pour ces trois raisons-là, je pense que c'est sur des valeurs. Une fondation d'université ne peut pas se contenter d'aller voir des gens, fussent-ils très riches, en leur disant « t'as beaucoup de sous, donne-moi un peu ». Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si on ne les embarque pas dans un projet qui fait rêver et qui fait rêver parce qu'il est inclusif, on ne peut pas convaincre. Voilà, je ne voudrais pas être plus long que ça. J'espère vous avoir donné envie de suivre cette aventure-là. Alors, on est très heureux, hein, parce que moi, je suis ravi de voir Anne là, parce que Étienne Gernel, le directeur du Point, nous a fait le très grand honneur d'accepter d'être au conseil d'administration de cette fondation, de même que Madame Pécresse et quelques autres très jolies personnes. Et donc,
c'est une aventure qui démarre. Elle va se créer là, avant la fin du mois de juillet. On attend l'apparition au journal officiel. Et la première campagne démarrera en septembre et on y mettra toute notre persuasion, soyez-en certains. Merci beaucoup.